Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre civile espagnole, qui commence en 1936 avec le coup d'état du général Francisco Franco. Comme toujours dans ce genre de conflit, la guerre civile en Espagne tire ses origines d'un profond malaise au sein de la société, ajouté aux différents conflits sociaux, économiques et politiques, affaiblissant le gouvernement et la monarchie. En 1931, la République est proclamée. Ce changement ne résout pas les problèmes et les tensions vont aller en s'amplifiant. Dès septembre 1936, le gouvernement républicain est conscient que le combat dans lequel il est engagé a tout l'air d'une chronique d'une mort annoncée. Partons ensemble à la découverte du combat des républicains. Le krach boursier de 1929 plonge le monde dans une grande dépression sans précédent. Aux élections d'avril 1931, les républicains obtiennent une écrasante majorité, contraignant Afonso XIII à l'exil, laissant l'Espagne devenir une république. La population reste divisée et les clivages politiques se creusent jusqu'au regroupement des mouvements d'extrême gauche, aboutissant à l'élection du Frente Popular. La guerre d'Espagne commence en 1936 avec le coup d'état du général Francisco Franco. Le gouvernement républicain résiste, mais la guerre est désormais totale entre nationalistes et républicains. Léon Blum propose en août 1936 un accord de non-intervention. Parmi les 25 pays signataires, certains le respectent comme la Grande-Bretagne, tandis que d'autres, comme la France, laissent passer des armes et des volontaires. Les républicains obtiennent un soutien des soviétiques, 2000 hommes. La principale aide vient des brigades internationales, 35 000 volontaires, parmi lesquels des écrivains célèbres comme André Malraux ou Ernest Hemingway. Évidemment, ce n'est pas seulement pour des raisons idéologiques que l'Europe prend part à la guerre civile espagnole, mais également pour des motifs économiques et politiques. L'Italie de Mussolini projette d'acquérir des bases militaires aux Baléares, tandis qu'Hitler prépare un terrain favorable si le conflit venait à se généraliser. Franco a de l'avance dans le soutien qu'il reçoit des puissances européennes. Dès le mois de mars 1936, l'Italie et l'Allemagne envoient des avions pour aider au transport de troupes du Maroc vers l'Espagne. L'Italie envoie 80 000 hommes, ainsi que des mitrailleuses et des canons. La Légion Condor, 10 000 hommes, des avions et du matériel envoyés par Hitler, même s'il est officiellement neutre. Tout comme durant la Seconde Guerre mondiale, Salazar accepte la formation de la Légion Viriatos, qu'ils étaient des volontaires portugais durant la guerre civile espagnole, combattant aux côtés des franquistes au sein de la Légion étrangère espagnole. Leur nombre total ne semble pas avoir dépassé les 4000 hommes. Ils furent nommés ainsi en souvenir du leader lusitanien Viriatus. Les républicains obtiennent un soutien de la part de Staline, s'élevant seulement à 2000 hommes. On peut se poser la question, la République espagnole pouvait-elle l'emporter face aux troupes de Franco? La réponse est simple et catégorique, pas la moindre et à aucun moment. La guerre civile espagnole est la chronique d'une défaite républicaine annoncée. Dès septembre 1936, Manuel Azaña, président de la République, le dit à José Riral, chef du gouvernement, du 19 juillet au 4 septembre. Sans l'aide des démocraties occidentales, nous ne pourrons gagner la guerre. Azaña ne voyait d'autre solution qu'un compromis avec Franco, ou l'idée d'un référendum demandant au peuple espagnol de choisir. Bien sûr, Franco n'a jamais voulu de compromis, mais la victoire totale et à n'importe quel prix. Ces doutes précoces des républicains étaient eux-mêmes un facteur d'affaiblissement. Par exemple, fin septembre 1936, pendant l'Assemblée générale de la Société des Nations, un ministre républicain confie au consul américain à Genève que la guerre est perdue. Le consul informe Washington immédiatement. L'information est interceptée par les Britanniques, ce qui n'a pu que les conforter dans leur attitude négative vis-à-vis de Madrid. À quoi bon soutenir un régime qui s'avoue déjà vaincu? Mais pourquoi l'État républicain doute-t-il de ses forces? Parce qu'il a conscience de sa faiblesse militaire. Si de nombreux facteurs négatifs se sont renforcés, on peut en distinguer trois majeurs. D'abord, la difficulté à former une armée à partir de rien. Le gouvernement de Cesare Quiroga, du 13 mai au 19 juillet 1936, dissout les unités insurgées dès l'annonce du coup d'État. Mais la mesure a deux conséquences calamiteuses. Les soldats et sous-officiers non factueux rentrent aussi chez eux et installent un climat de soupçon généralisé contre les officiers, qu'ils soient fidèles ou pas. Certes, le successeur de Cesare
qui Gouria, Riral, arme le peuple le 19 juillet pour empêcher que la rébellion s'étende. Mais il n'y a quasi plus d'officiers et de sous-officiers professionnels pour encadrer les milices, qui de toute façon ne veulent pas être commandées de façon traditionnelle. Le deuxième facteur de l'infériorité militaire est le manque d'armes modernes. Même quand l'armée républicaine commence à recevoir le matériel soviétique à partir de la mi-octobre 1936, ces envois ne peuvent combler toutes les carences, notamment dans l'aviation et l'équipement lourd. Enfin, l'absence de commandement unique a pesé. Il faut attendre mai 1937 pour qu'un ministère de la Défense nationale absorbe et fasse coopérer les ministères de la guerre, de la marine et de l'air. Le commandement opérationnel unique, quant à lui, reste un rêve. Certains républicains, en particulier les communistes et les anarchistes, ne font pas confiance au haut commandement. Francisco Franco bénéficie en revanche dès le début d'un triple avantage: la discipline de l'armée coloniale, l'abondance d'armes modernes allemandes et italiennes et un commandement uni. Mais alors, on peut se demander quand et à quel point l'aide militaire soviétique est-elle cruciale pour la survie de l'État républicain. Cette aide s'avère cruciale à l'automne 1936, elle évite la chute de Madrid et permet de stabiliser une situation désespérée. Quand le 26 octobre, les Junkers 52 commencent à bombarder Barajas, l'aéroport de Madrid, ils le font impunément. Les républicains n'ont pas un seul avion. À ce moment-là, en revanche, 2 jours plus tard, les bombardiers soviétiques SB sont arrivés et attaquent les aérodromes des rebelles à Séville, Grenade et Cairas. Le 29 octobre, ce sont les chars T-26 qui attaquent les positions franquistes, près de Cézanne, province de Tolède. Le 4 novembre, surgissent dans le ciel de Madrid les premiers chasseurs I-15. Le 9, ils sont suivis par les I-16. Le 10, arrive la 11e brigade. Créée le 22 octobre 1936, formée à l'origine de volontaires austro-allemands, la 11e brigade internationale a participé à toutes les batailles. Elle doit sa célébrité à l'intérêt que la presse internationale portait à 2 de ses bataillons communes de Paris et Abraham Lincoln. Et cette victoire décisive empêche les Anglais d'octroyer la reconnaissance de la belligérance à Franco. Cette reconnaissance aurait conféré un statut international aux forces rebelles, en leur donnant par exemple la possibilité d'acquérir légalement des armes à l'étranger. Les Anglais attendaient la chute de Madrid pour donner cet avantage supplémentaire à Franco. Il est légitime de se poser la question, si le régime républicain est si faible, pourquoi la guerre dure-t-elle si longtemps? Parce que Franco vient en aide au camp républicain. Cela peut paraître paradoxal, mais à plusieurs reprises, il a la très réelle possibilité de mettre en déroute les républicains. Il ne le fait pas parce qu'il veut mener une guerre lente. Mais dans quel but alors? Les historiens se querellent autour de 2 explications, qui d'ailleurs ne s'excluent pas. Selon la première, Francisco Franco voulait une guerre longue pour détruire sur le champ de bataille les troupes républicaines, les éléments mâles, jeunes et engagés, et pour nettoyer les zones conquises de la population qui soutenait la gauche et qui était anticléricale. La seconde explication avance que Francisco Franco voulait établir son autorité sur toutes les factions au sein du haut commandement. Chacune avait son agenda politique. L'une voulait restaurer la monarchie, l'autre penchait vers le fascisme. En donnant un ordre qui n'était un non-sens militaire, il testait le degré d'obéissance des chefs militaires et pouvait réagir en conséquence. Autre exemple, après avoir pris Malaga en février 1937, les Italiens soumettent à Franco un plan censé consistant à pousser jusqu'à Valence, la capitale de la République. Il n'y avait pas grand-chose en face pour bloquer l'avance du corps motorisé de Mussolini. Et c'est justement pour ça que Franco refuse. Pas question de laisser au Duce le prestige politique associé à la prise de Valence. Une victoire qui aurait vite mis la République à genoux. Assurer son pouvoir absolu, sculpter son aura de caudillo, sont les objectifs prioritaires de Francisco Franco. En utilisant cette stratégie, Franco a gâché des occasions militaires. Mais lesquelles? Au moins 3. En septembre 1936, il choisit Tolède au lieu de Madrid. En février 1937, Malaga au lieu de Valence. En avril 1938, il va vers Valence, bien défendu, alors que Barcelone est à qui le veut.
Ces choix, qui sont des erreurs militaires, ne peuvent être le fruit du hasard. Francisco Franco est tout sauf un imbécile. Il sait exactement quelle médecine il veut administrer à la République et à quel rang il veut voir tous ceux qui luttent à ses côtés. Je voudrais juste développer la dernière occasion sciemment manquée. Le 15 avril 1938, à Venaros, les forces de Franco coupent en deux le territoire républicain. Au nord se trouve le reste épuisé des deux armées républicaines. Au sud, le gros de l'armée de manœuvre et l'armée du Levant. Toutes deux en bon état. Franco a trois options. Attaquer le long de la côte en direction de Barcelone, marcher de Lérida vers Barcelone directement, lancer les deux opérations simultanément. Il a surpris tout le monde en ordonnant d'attaquer vers le sud en direction de Valence. Un non-sens militaire. Cela a réduit la pression sur Barcelone et a permis aux républicains, plongés dans une crise politique et gouvernementale majeure, de réorganiser leurs forces et discipliner leurs arrières. Et la guerre est repartie pour presque un an. Plus tard, Francisco Franco a laissé ses proches expliquer son choix par la crainte d'une intervention française s'il approchait de la frontière. Or, depuis le 16 mars, c'est-à-dire 3 semaines avant la prise de Lérida, le 3 avril 1938, il savait que la France n'interviendrait pas. Le maréchal Pétain, alors vice-président du comité permanent de la défense nationale, et son propre ministre des Affaires étrangères, Francisco Gómez Jordana, l'en avaient informé. Comme on l'a vu, le conflit qui oppose de 1936 à 1939 le gouvernement républicain espagnol à une insurrection militaire et nationaliste dirigée par le général Francisco Franco. La guerre civile espagnole fut sans aucun doute l'un des événements majeurs du XXe siècle. Ses conséquences et l'attitude des gouvernements européens pendant la guerre influencent largement le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre d'Espagne fut un banc d'essai pour Hitler et Staline. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.